Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Louise Lespard de La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux agriculteurs. Aujourd'hui, je vous propose un format inédit nommé Que sont-ils devenus ? Voilà maintenant 5 ans que je parcours la France pour partir à la rencontre des agriculteurs. L'objectif de ce format, c'est qu'on reprenne ensemble des nouvelles de ceux que j'ai interviewés il y a quelques temps maintenant. Aujourd'hui, je suis ravie de retrouver Mathieu Tissot, arboriculteur en Haute-Savoie, que j'avais déjà rencontré en 2021 sur son exploitation. À l'époque, nous avions parlé de son métier de producteur de pommes et de poires, des défis liés aux aléas climatiques et de son engagement dans des démarches visant à concilier performance économique et respect de l'environnement. 5 ans plus tard, beaucoup de choses ont évolué chez lui. Un magasin de producteurs a vu le jour, des nouvelles variétés ont été plantées, certaines ont disparu même, et les conséquences du changement climatique se font de plus en plus sentir sur l'exploitation. Dans cet épisode, nous reviendrons ensemble sur ces 5 années riches en changements. L'évolution de son entreprise, les attentes des consommateurs, les défis de l'arboriculture française, la gestion des risques climatiques et les nombreuses innovations mises en place pour produire des fruits de qualité tout en imitant les intrants. Un échange passionnant qui permet de mieux comprendre les réalités d'un métier en constante adaptation entre contraintes économiques, exigences sociétales et passion du végétal. Allez, je vous laisse en compagnie de Mathieu. Bonne écoute! Bonjour Mathieu. Bonjour Louise. Bon, merci beaucoup de prendre le temps de revenir sur le podcast dans ce format Que sont-ils devenus? Puisque je t'ai venu sur ton exploitation en 2021, donc c'était il y a 6 ans maintenant. Non, c'était il y a du coup 5 ans. On est en 2026, 5 ans, pardon. J'avais peut-être un peu plus de cheveux. Bon, déjà pour ceux qui n'ont pas encore écouté le premier épisode qu'on a fait ensemble en 2021, est-ce que tu peux nous rappeler qui tu es et ce que tu fais sur ton exploitation? Alors, je suis Mathieu Tissot, donc exploitant arboricole en Haute-Savoie, donc spécialité pommes poires. Donc j'ai repris l'exploitation après mes grands-parents, mes parents et moi derrière. Donc on est en IGP pommes et poires de Savoie. On travaille 45 hectares de verger et on a pommes poires, donc 10 de poires et 35 de pommes. Un tout petit peu de maraîchage pour de la vente directe. Et on essaye de vraiment de travailler la proximité, dans la proximité, c'est-à-dire de vendre nos produits, sur la grande région auvergnate. Et alors à qui tu commercialises tous ces produits? Alors l'avantage, c'est que j'ai un panel de clients qui est assez énorme, hein. Ça va de la GMS aux cuisines centrales, aux boulangeries, aux primeurs et à la vente directe, où on a un magasin de vente directe, où aussi on a un autre magasin de producteurs. Oui, ça, on en parlera parce que c'est quand même la grosse nouveauté de ces 5 ans, je pense. Quand j'étais venue en 2021, tu avais 30 salariés permanents, 60 saisonniers. Comment a évolué, la taille de l'entreprise? C'est toujours le cas? Tu es toujours dans ces ordres de grandeur-là? Ouais, c'est toujours pareil, on n'a pas changé en superficie. On a perdu un peu de salariés parce qu'on a transféré des salariés à on avait un magasin à proprement parler, de vente directe, qui appartenait à l'exploitation, mais maintenant on a un autre l'entreprise s'est associée avec, un autre magasin, donc en fait on a déduit, mais c'est à peu près la même chose. Et depuis notre première rencontre, pour toi, c'est quoi la plus grosse évolution qu'il y a eu sur ton exploitation? Ah, moi, je pense que c'est comme j'en parlais tout à l'heure, c'est le magasin, hein, donc on a fait un magasin de produits locaux, que je me suis associé avec, Séverine, donc c'est un magasin qui est en fait, d'abord pour vendre les produits, de mon exploitation, hein, les pommes, les poires, les jus, les légumes, mais après on a complété la gamme avec, des produits, de divers confrères, producteurs, qui va de la charcuterie, au fromage, aux légumes, et voire les vins pour vendre, nos produits et puis pour compléter la gamme. Sachant que, bah, voilà, on avait notre point de vente qui était à 150 mètres et il a été détruit pour faire de la promotion immobilière. Donc on était obligé de savoir si soit on s'arrêtait le point de vente, direct s'arrêtait ou soit on a dit: «On continue» en diversifiant parce que je pense qu'un point de vente direct aux portes d'Annecy, en n'ayant que des pommes et des poires, ça aurait pas été très rentable. Donc c'est pour ça on est amené à vraiment diversifier et puis voilà, on fait même, un peu de buffet dînatoire, plateau charcuterie, des choses comme ça. J'ai eu la chance de venir au magasin parce que j'étais par chez toi au mois de décembre, pour le biathlon, que je recommande à tout le monde d'ailleurs, cet événement. Et du coup, c'est vrai que je suis venue, en plus de boire des coups avec toi et Anthony aussi, il travaille sur la filière reblochon lui, mais j'ai eu la chance de venir à ton magasin et c'est vrai qu'il y a vraiment des beaux produits tout en local, C'était important pour toi aussi de mettre en avant les produits de ton territoire? C'est vrai que moi j'ai la chance, ça fait plusieurs générations que nous on est implantés, sur le territoire. On a des beaux produits, on a des beaux producteurs aussi. Alors je dis qu'en France on a des beaux producteurs de partout, hein, mais c'est vrai que les Savoies, on a de la chance d'avoir des produits de montagne, hein, charcuterie, fromage, qu'on peut compléter et c'est vrai que la pomme, qui est représentée au niveau national,
nous, avec notre IGP Pommes et Poires de Savoie, ça permet de mettre en valeur, notre produit aussi, le compléter. Voilà, je pense qu'en en ayant une force commune, les agriculteurs, bah, on sera beaucoup plus forts si on est ensemble que tout seul. Même les produits, les associer ensemble, c'est un gros point positif. Par contre, c'est vrai que c'est encore une corde de plus à ton arc en termes de compétences. Ça a quand même rien à voir de tenir un magasin que de tenir un verger. Aujourd'hui, tu te sens toujours arboriculteur ou tu te sens davantage chef d'entreprise? Alors non, je suis quand même arboriculteur parce que la production, c'est quand même la base, hein. C'est vrai que les coups de grêle, les coups de gel, les coups de sécheresse, bah, je les ai toujours et ça impacte partout. Donc oui, je suis d'abord arboriculteur. Après, bah, ça me permet d'être, avec le magasin, d'être encore plus près du consommateur, de savoir quelle est l'attente du consommateur demain, qu'est-ce qu'ils veulent avoir, qu'est-ce qu'ils attendent de nous. Voilà, sachant que maintenant le monde est très, très rapide et c'est vrai qu'il faut être, très rapide aussi, hein. On voit qu'il y a des variétés de pommes, bah, qui fonctionnaient il y a 3 ans et qui fonctionnent plus du tout maintenant. Il faut toujours se remettre en question et le magasin permet de se remettre un peu plus en question plus rapidement. Après, le gros avantage que j'ai, c'est que je me suis associé pour le magasin, donc je suis pas tout seul. Au départ, je partais pour le magasin tout seul, mais j'ai bien fait de m'associer avec une personne avec des vraies valeurs, agricoles. Ça, je pense que pour tenir un magasin comme ça, il faut avoir des valeurs agricoles, il faut toujours aller de l'avant et trouver, bah, voilà, des bons produits avec des bons producteurs, Oui, et au bon prix pour le consommateur. C'est toujours toute la toute la Exactement. C'est le nerf de la guerre, comme on dit. Et tu nous parlais de variétés de pommes justement, lesquelles tu as été obligé d'abandonner, lesquelles, on le vend en poupe en ce moment, et est-ce que c'est surtout lié aux demandes des consommateurs que tu fais évoluer ces variétés? Je pense que voilà, il y a un peu de tout, il y a le consommateur, hein, qui attend un produit, maintenant qui a du goût. On peut plus se permettre d'avoir un produit sans goût parce que ça, le consommateur, il passe à côté. Mais après, on a aussi des pommes où il faut qu'elles soient toujours, avoir une jolie couleur, qui corresponde pour qu'elles soient attrayantes, en magasin. Donc après, il y a certains magasins qui ont pas peur d'essayer et d'essayer d'autres produits, mais il y a des magasins où ils se disent: «Non, mais la couleur ne va pas, la chose ne va pas». Mais après, c'est partout. Donc un magasin de produits locaux, l'avantage qu'on a, c'est qu'on peut faire essayer et après il y a des gens qui adhèrent aux produits, même si la vision n'est pas très belle et voilà. Faut que ça soit assez standardisé avec le bon calibre, les bonnes couleurs, sachant que nous, sur les pommes, bah, il y a des petites, des grosses, des moyennes, des années de sécheresse où les calibres sont plus petits. Donc quand on dit calibre petit, ça veut dire petit prix. Mais sachant que nous, ça nous coûte beaucoup plus cher de faire du petit calibre que de faire du gros calibre et après il faut que voilà le produit soit impeccable, la belle coloration, le bel aspect visuel. C'est un peu ce problème qu'on a en pommes et poires, c'est qu'il faut toujours quand même avoir un standard et le standard, bah, des fois ça change, hein, et le goût aussi. Alors nous, on fait plus de 15 variétés de pommes. On se rend compte que, bah, il faut, voilà, faut 15 variétés. On a replanté une nouvelle pomme pour la conservation, bah, voilà. Là, j'ai arraché une pomme qui s'appelle Idarène. Coloration, elle est jolie, mais gustativement, il manque un peu de voilà, donc on se rend compte que, bah, les gens quand, ils adhèrent plus, bah, il faut se renouveler. Donc là, on a planté une nouvelle variété qui s'appelle Tonic pour essayer de remplacer pour dans le futur, le produit attire plus le consommateur. Parce que la problématique, c'est que le consommateur, il change d'avis en quelques jours, quelques semaines. Mais toi, combien de temps quand tu arraches et que tu replantes, là, combien de temps il se passe? 3 ans, 5 ans avant que le pommier il ait Bah, certaines. c'est bien 5 ans parce qu'en fait, il faut déjà commander les plants chez le pépiniériste. Tu les as pas du jour au lendemain, donc il faut au moins 2 ans et après, on va dire que la mise en production, c'est, avoir une qu'on commence à avoir une production raisonnable, c'est 4 ans. Donc on part sur 6 ans, 6 ans d'investissement, sachant qu'un hectare de verger, quand on le plante, c'est plus de 70 000 €. Donc on se rend compte que, bah, derrière, il y a de l'investissement, voilà. Après, bah, voilà, faut essayer de trouver les bonnes variétés au bon moment, de trouver un équilibre, voilà. Oui, c'est ça, faut pas se tromper parce que 6 ans après, tu peux arriver sur le marché et On essaye toujours et puis, bah, il faut essayer aussi, hein, parce que ceux qui essayent pas, bah, ils se plantent, aussi. mmh. Voilà, donc nous, on essaie de voir, d'avoir le panel de couleurs déjà, parce qu'il faut un panel de couleurs, des verts, des grises, des rouges, des jaunes et puis après il faut, des goûts différents et puis des conservations différentes, parce qu'il y en a qui vont plus tard en fin de saison, puis plutôt de certaines qui seront du début de saison. Tu t'étais beaucoup investi dans des démarches environnementales en 2021 sur le bio, sur, les vergers éco-responsables notamment. Est-ce que c'est Ouais. toujours le cas? Et est-ce qu'aussi, ça complique les choses compte tenu de toutes ces exigences, dont on vient de parler, d'avoir des belles pommes, comment tu concilies tout ça? Alors oui, je suis toujours dans ces démarches-là, j'ai beaucoup de cahiers des charges et j'essaye de faire respecter vraiment la conviction, du bio. Le bio, pour moi, on est en stagnation parce que faut savoir qu'il y a un volume de bio qui est dédié pour la France et quand tu l'augmentes, tu le désorganises aussi, énormément.
Même si je pense que le bio est adapté pour certaines variétés, il y a des variétés qui ne sont pas adaptées pour le bio, parce qu'elles sont plus sensibles à certaines maladies. Comme il faut savoir que la maladie numéro 1 de la pomme, c'est la tavelure. Il y a des variétés qui sont résistantes à la tavelure, donc c'est bien de l'accompagner pour le bio. L'avantage, ça permet de limiter les intrants, parce que bio, ça veut pas dire non traité, hein, c'est des traitements biologiques. Et après, il y a le conventionnel où on essaye, par exemple, de retrouver des variétés qui sont résistantes à certaines maladies et tolérantes. Donc, par exemple, la nouvelle variété qu'on vient de planter, la tonique, eh ben, elle est tolérante aux pucerons et tolérante à la tavelure. Donc, voilà. Mais après, ce qu'il faut, c'est pas le tout d'avoir une variété qui est facile à produire. Il faut qu'elle soit bonne à manger et qu'elle soit belle. Oui. Donc, on a beaucoup de paramètres à mettre en œuvre pour que cette variété, elle marche, elle fonctionne. La filière, pomme, elle a parfois la réputation d'utiliser beaucoup de produits phytosanitaires, notamment justement pour avoir Oui. ces belles pommes, toutes rouges. Est-ce que c'est le cas et comment vous arrivez à travailler pour, les diminuer au maximum quoi, mais tout en répondant toujours à ces exigences? Parce qu'il est là quand même le paradoxe. D'un côté, on veut plus de phyto, mais de l'autre, on veut des pommes C'est toutes belles. c'est exactement ça, Louise. Le problème qu'on a, c'est que, bah, déjà, il faut qu'elle soit toujours impeccable. Donc, bah, nous, le problème de impeccable, sans produits, du bio ou de synthèse, bah, c'est pas facile et c'est même presque, impossible. Nous, le but du jeu, c'est de toujours d'être, voilà, nous, par exemple, chez nous, on est en prestation donc avec le syndicat des fruits de Savoie où j'ai un technicien qui passe toutes les semaines pour voir comment ça se passe dans les vergers. Donc c'est Nicolas et il se permet il a des logiciels, par exemple, on a des stations météo intégrées dans les vergers pour voir un peu, les courbes de maladies, les choses comme ça. Donc on a des logiciels adaptés pour intervenir juste au bon moment, sachant qu'on utilise aussi des choses comme la confusion sexuelle pour éviter les traitements pour le carpocaps. On essaie de mettre des variétés, comme je disais, résistantes. Donc on essaie vraiment d'utiliser tout le panel pour limiter les intrants un maximum, mais il faut savoir qu'une année pluvieuse, bah, on aura beaucoup plus de traitements qu'une année sèche. Là, on voit qu'on a eu en mois de mai un peu, le pluvieux, on a plus tendance à protéger le végétal parce qu'il y a un moment, le végétal, il peut pas se défendre tout seul, surtout sur des variétés qui sont, sensibles. On a toujours des contraintes environnementales, de riverains, de choses comme ça. On essaie de faire un maximum, attention et tout en voilà, mais il faut savoir que moi, produire sans rien faire, je crois que c'est pas possible dans la pomme. Oui, bah, puisque la nature, en fait, les gens on oublie souvent que la nature est hostile quand même de base, donc forcément qu'il faut le protéger, mais tout l'enjeu, c'est de, bah, comme tu l'as expliqué, d'avoir aussi des luttes alternatives pour diminuer au maximum l'utilisation des phytos et l'utiliser en dernier recours au bon endroit, au bon moment. Mais du coup, il faut quand même avoir en tête que ça complexifie encore une fois votre métier, parce que c'est une multitude de solutions qu'il faut mettre en place, quand avant on utilisait un produit et puis c'était réglé, quoi. Oui, non, mais c'est ça et puis avant à l'époque, c'était des produits à spectre large, hein, donc ça tuait beaucoup de choses et ça faisait beaucoup de choses. Alors ça tuait les prédateurs, les parasites, au moins tu étais tranquille. Maintenant, c'est vraiment des produits on en a de toute façon, on en a de moins en moins et les produits qui restent, c'est très ciblé, quoi. C'est-à-dire qu'on est vraiment spécifique pour des choses et c'est devenu, voilà, il faut savoir que bah et puis les doses, c'est plus les doses qu'on avait, il y a 30 ans en arrière. Je vois quand j'ai commencé la bouille bordelaise, du temps, c'était 12 kilogrammes hectare. Maintenant, on n'est même pas à 1 kilogramme ou 0,7 kilogrammes hectare. Donc à un moment, on a divisé par 12. En 40 ans, dites-moi dans quelle corporation on a fait autant d'efforts sur l'environnement et voilà. Mais ça se voit pas parce que les gens ne sont tout de suite, ils jugent, sans savoir. Justement aussi, c'est assez lié, mais en 2021, tu venais de connaître un gros épisode de gel, qui avait Mmh. été, vraiment très violent, c'était un des premiers. Je sais pas si les gens se souviennent, mais c'était quand, on avait vu des hélicoptères au-dessus des champs, des bouillies, des feux et cetera pour réchauffer tout ça. Est-ce que 2021, ça a été un tournant avec du recul pour ton exploitation? 2021 est une année en se disant: «Bah, voilà, produire, c'est difficile». Je dirais qu'en 2021, on avait eu aussi quand même pas mal d'aides, calamités, par l'État qui nous a bien aidés. Bon, sachant qu'après l'année d'après, on a été, ponctionnés, impôts et tout parce qu'on a été aidés. Donc en fait, dans l'histoire, on n'a pas été si bien préparés que ça. Derrière, en fait, en 2022-2023, j'ai plutôt été dans la galère du contre-coup de 2021 parce qu'en fait, les prix étaient pas mauvais. On avait été aidés, donc
on a fait une année pas si mauvaise que ça. Mais c'est les années d'après où j'ai pas été préparé et en fait, bah, voilà. Et sachant qu'après on a eu de la sécheresse, on a eu bon la grêle, nous, à l'avantage, on a les filets par grêle, mais il y a toujours, une période de grêle où ça touche un petit peu parfois les fruits. Donc on a eu une année où on a été bien, c'était l'année 2024 et 2025, on a eu 30 de baisse entre la sécheresse, mauvaise nouaison, voilà. Donc c'est vrai que, depuis 2021, on n'a pas eu que des bonnes années, à part 2024. Mais, voilà, donc c'est vrai qu'actuellement, point de vue économie de l'entreprise, heu, c'est pas simple à voir l'avenir parce que, bah, faut savoir qu'on est un peu comme des voitures de course, hein. Dès qu'il y a un petit grain de sable et ben, on le sent plus que quand on a un vieux 4x4, quoi. Donc, Ouais. c'est vrai qu'on est surveillant, par rapport à d'autres entreprises parce que, bah, on se rend compte que les années de calamité, de mauvaise production, de mauvais gel, bah, ça nous impacte, hein et puis nous, c'est on fait pas des boulons, on n'appuie pas un bouton et on fait des boulons, comme on a envie, quoi. Et moi, le changement climatique, ça fait déjà plus de 15 ans que j'en parle, hein, on jamais dit que le changement climatique n'avait pas lieu, hein, au contraire, on voit on récolte de plus en plus tôt, donc ça veut dire qu'une floraison beaucoup plus tôt. Donc qui dit une floraison beaucoup plus tôt, ça veut dire risque de gel beaucoup plus, important. Donc oui, les aléas climatiques, on les a. Les sécheresses, on fait du yo-yo, un coup on a froid, on avait la neige à 1000 mètres, le week-end dernier. Là, on va avoir chaud la fin de semaine. Donc oui, non, les aléas climatiques, maintenant, c'est ça et puis on sait que, par exemple, les quantités d'eau, on a la même quantité d'eau dans l'année, sachant qu'elle est mal répartie. Elle est surtout l'automne, l'hiver ou parfois le printemps et puis l'été, on n'a plus rien, c'est sec et voilà, quoi. Donc oui, oui, changement climatique est devenu impactant pour l'entreprise et pour les productions en général en France, hein, donc Mmh. Ça t'inquiète ça, à terme, sur l'avenir de, bah, ton exploitation et puis de l'arboriculture française en général? ouais, je pense qu'on va avoir, entre guillemets, «des coups de revient» de l'arboriculture qui sont toujours de plus en plus chers. On a du mal à faire évaluer notre prix de pomme ou notre prix de fruits, hein, pour mes confrères en l'arboriculture est quand même, devenu, très impactant parce qu'on a toujours faut toujours de garder un prix à peu près standard et nous, tout augmente, hein. On voit le prix de l'énergie, on voit le prix de la main-d'œuvre, qui augmente, et normal, hein, qu'elle augmente parce que vu, Vu le niveau de vie par chez toi, avec la frontière de la Suisse pas loin, les stations de ski ultra huppées et tout, c'est vrai qu'il y a un enjeu de coût de la main-d'œuvre, par chez toi parce qu'il faut que les gens qui vivent dans le coin, aient un travail pour, qui paye suffisamment pour pouvoir vivre correctement, quoi. bah, c'est exactement ça, c'est que mes cadres, je suis obligé de les payer plus que, bah, au reste de la France et puis, bah, Ouais. tant mieux parce qu'il faut que si je veux qu'ils restent et voilà Oui. et c'est vrai qu'il faut savoir que, bah, le prix de revient, bah, coûte un peu plus cher à faire ici que faire ailleurs et en plus on a les coteaux, hein, donc faut savoir qu'en plus on a les endroits un peu accidentés pour faire du fruit. Mais voilà, après, bon, c'est pour ça qu'on essaie vraiment d'aller sur des démarches de qualité comme l'IGP, comme Verger éco-responsable pour dire, bah, voilà, on essaie de pas faire du rendement, mais c'est plutôt faire de la qualité pour essayer de mettre un peu plus le prix, mais c'est pas simple de l'impacter, vu la concurrence, quoi. Quand on s'était vu en 2021 aussi, on avait pas mal parlé du décalage entre, la réalité du métier, la perception des consommateurs. Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui les gens, ils comprennent mieux votre, travail qu'il y a 5 ans ou pas vraiment? Je pense que c'est pire qu'il y a 5 ans. Il y a 5 ans, on sortait d'une période de Covid où on était applaudis, voilà. Maintenant, dès qu'on sort un pulvérisateur, on a l'impression d'être le pire, des voyous. On sait même pas ce qu'il y a dans le pulvérisateur, mais on a l'impression que on est en train de tuer la planète, sachant on peut faire de l'argile, on peut faire, des oligoéléments, on essaie de voilà, mais c'est vrai que maintenant les gens sont surtout avec les réseaux sociaux qui sont devenus pour moi, vraiment quelque chose de mauvais parce que on prend même pas le temps d'écouter, on juge avant d'écouter. Donc c'est vrai que là-dessus, je pense qu'on a un gros souci surtout dans nos professions agricoles où on est avant dénigré avant de savoir ce qu'on fait, quoi. Donc et ça change, c'est ce que je disais tout à l'heure, dites-moi laquelle corporation en 40 ans a fait le plus d'efforts, depuis 40 ans sur ces pratiques, quoi. Donc parfois on va pas dire que c'est l'ensemble de la population, hein, c'est qu'une petite partie de la population, mais une petite partie de la population fait vraiment énormément de mal à l'ensemble de la corporation agricole. Tu as toi-même été, victime d'un bad buzz ou ouais, enfin, je le dis rapidement, mais tu as voulu, prévenir la mairie, que tu allais traiter et en fait, ça a pris des proportions, sans nom. Tu voudrais peut-être nous en parler, je te laisse, voir, mais en tout cas, comment,
Comment faire en sorte de mieux expliquer le métier et que les agriculteurs ne se retrouvent pas dans la situation dans laquelle tu t'es retrouvé toi? Parce qu'il faut avoir le moral quand même pour, subir, des choses comme ça. Bah, oui, oui, j'ai eu un bad buzz parce que je voulais prévenir comme quoi on allait préserver les abeilles parce qu'on a une loi abeille qui s'appelle la loi abeille quoi, pour éviter les traitements, la journée pour que les abeilles soient au rucher et que voilà. Donc, sur le bio ou non bio, on avait fait un traitement parce qu'on avait une grosse pluie annoncée. Ça faisait 3 semaines qu'il n'avait pas plu. Il y avait une grosse pluie annoncée, donc il y avait un risque tablure extrême. C'est même pas parce que les courbes de logiciels de l'extrême. Donc on devait prévenir pour protéger, pour éviter que la tablure se développe sur le fruit, voilà. Et donc j'ai prévenu la mairie pour le bruit et c'est devenu, bah, comme quoi c'était un traitement, voilà donc sachant que derrière, bah, c'était relayé et c'est monté au niveau national. Après, les gens qui me connaissent savent que, voilà, j'essaie de toujours travailler et puis d'être informatif et de pas voilà, mais c'est vrai qu'il y a des fois, des mauvaises communications peut faire vraiment Tu du mal. arrives à faire l'effort de prévenir pour éviter les nuisances et après de se retrouver, au milieu d'un bazar comme sans nom et de toujours devoir se justifier, sur ses pratiques et comme tu le dis, il y a quand même peu de corporations, enfin je veux dire on demande, enfin il y a les industriels, le tourisme, tous les autres secteurs sont pas l'automobile, sont pas, enfin je trouve, victimes de dénonciations comme ça, à ce point-là, permanentes, quoi. Alors que votre l'agriculteur, c'est vous avez pas un service de com pour gérer les coms de crise, quoi, contrairement à d'autres boîtes, Ah non, non, c'est là, c'est on n'a pas de service de filiale communication. Nous, la communication, c'est pour ça que, voilà, moi, le but du jeu, c'est quand même, voilà, d'informer les gens, d'être au plus clair. Moi, c'est ce que je dis, voilà, moi, je peux pas me cacher, hein, je suis pas le grand patron d'une multinationale. Moi, le but du jeu, c'est juste, de produire, le plus sainement possible et d'essayer d'être au plus proche du consommateur et d'avoir des bons produits tout en étant, voilà, le plus respectueux de l'environnement, en ayant un produit, sain, sans résidus, à la récolte, hein, donc mmh. voilà. En tout cas aussi, il faut que le consommateur, il aligne ses actes à sa parole parce qu'on voit bien l'équation impossible où d'un côté, on a le réchauffement, climatique, les difficultés de production, de l'autre, on veut, une belle pomme, bien rouge et qu'on veut payer pas cher donc à un moment, faut qu'aussi que les consommateurs vous soutiennent en achetant des pommes qui coûtent un peu plus cher mais qui vous permettent d'avoir des pratiques, très propres, quoi. Il faut savoir qu'en France, on est dans une des la filière, les plus vertueuses du monde, hein, on est toujours dans la technicité avec nos centres de recherche. On est toujours à l'information des nouvelles pratiques agricoles. On n'est pas sur, des bases, voilà et il faut savoir qu'on essaye d'être une des filières les plus saines, au niveau mondial, hein, Mmh. voilà et c'est pour ça qu'on essaie plutôt d'être soutenu au lieu d'être descendu, quoi, voilà. Et c'est ça aussi, c'est que les gens n'ont pas cette image de tu vois, tu nous racontais les capteurs, les logiciels qui font des courbes, pour de probabilité d'apparition des maladies. Enfin, les gens sont à 1000 lieues de s'imaginer que le métier est devenu à ce point-là, pointu, quoi. Ah ben, c'est complètement, hein, maintenant on a des caméras qui prennent les co pour voir les fleurs, savoir quelle quantité de fleurs on a dans les vergers. On essaie d'être à la technologie, être à la pointe et c'est vrai que des fois d'être un peu plus soutenu. Alors on a des gens qui nous soutiennent, heureusement, mais c'est vrai que les détracteurs, des fois ils font plus de mal et en fait, on est en train de tuer des filières françaises et après on n'aura plus ces filières françaises à produire en France et on pourra prendre qu'à l'étranger donc après, je laisserai le droit de prendre à l'étranger ce que voudront les gens, mais bon, bah, à un moment, les producteurs français ne pourront plus produire, hein, si on continue dans cette démarche-là. Oui, puis c'est ce que tu disais, c'est une minorité qu'on entend au final, parce que la majorité des gens, soutiennent les agriculteurs, Complètement. puis c'est ça qu'il faut que les gens aient en tête aussi, c'est ce qui me revient de comme notre discussion des phytos là que j'avais oublié de te demander, mais c'est que toi aussi, c'est dans ton intérêt économique d'utiliser le moins de phytos, d'engrais possible, parce que c'est des intrants qui coûtent cher. Le but du jeu, c'est de pas en utiliser. Bah, faut savoir que la confusion sexuelle me coûte beaucoup plus cher que si je faisais des traitements phyto. Ouais, Donc des fois, on fait des pratiques qui nous coûtent beaucoup plus cher. C'est ouais, pas Il y a pas que de l'économique, hein, dedans, hein, mmh, donc si on veut de l'économique, on fait pas de l'environnemental. Donc c'est mmh. pour ça que les gens ne sont même pas au courant de ce qu'on fait déjà. Une confusion sexuelle me coûte beaucoup.
beaucoup plus cher, voire 2 fois plus cher que des traitements phyto. C'est beaucoup de main-d'œuvre, hein. Il faut savoir que c'est 500 diffuseurs à l'hectare, donc c'est pour ça qu'on essaie vraiment d'informer les gens, qu'on essaie d'être au plus proche, de la nature. Bon et on arrive, à la fin de l'interview, mais si un jeune voulait s'installer, je sais pas, si ton fils veut s'installer, qu'est-ce que tu lui dirais? Tu es optimiste pour l'avenir du métier? Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui veut s'installer, en production de pommes? Alors, faut déjà qu'il aime le métier. S'il aime pas le métier, faut surtout pas venir parce que c'est un métier quand même, on a beaucoup de choses, hein. Alors ce qui est très bien dans ce métier, c'est qu'on touche à tout, hein. On va faire de la gestion, du commerce, de la production, on va suivre les maladies, on va suivre, voilà, c'est un métier bah, alors il y a beaucoup de métiers où on ne sait pas ce qu'on va faire, le lendemain, mais nous, on sait même pas ce qu'on va faire dans 1 heure. On est toujours, voilà, on est toujours dans les nouveautés, d'apprendre, après c'est un métier de passion. Si on n'a pas la passion du fruit, du végétal, du bourgeon, on passe à la fleur, de la fleur, on passe au fruit, de la fruit, on récolte et puis après, on va le vendre et directement. Il faut avoir une passion de voir qu'on évolue et ben quand on produit, c'est pour 1 année. Donc on sait que si le produit n'est pas beau ou n'est pas pris, on ne pourra pas reproduire, dans les 2 mois, quoi. On est obligé de produire pour 1 année. Donc c'est pour ça que, ça peut que se dégrader. Donc c'est pour ça qu'on est impor c'est important qu'on suive le végétal et on est au quotidien. Alors c'est pas des animaux, mais c'est pas loin. Ouais, du coup, ton fils, tu aimerais qu'il s'installe ou tu te dis, qu'il fasse autre chose, qu'il soit tranquille? Actuellement, à l'instant T, je dirais qu'il y a à faire, autre chose, ça peut être pas mal, voir un peu, parce qu'on voit que les contraintes, aussi bien économiques, environnementales, sont très pesants quand même pour un producteur. Mais après, voilà, faut heureusement qu'il y a encore la passion, parce que sans la passion, je pense que j'arrêterais vite l'entreprise. Je veux bien te croire. Bon et qu'est-ce qu'on te souhaite pour les 5 prochaines années qui arrivent avant qu'on repasse un «Que sont-ils devenus?» version 2? Des belles productions, des productions de qualité, de productions, avec des beaux produits, des beaux quand même un certain tonnage pour pouvoir quand même, pouvoir faire fonctionner l'entreprise et puis que commercialement ça soit calme et puis que les gens soient sereins en achetant des produits français, produits, de savoir surtout. Un métier apaisé. Exactement, apaisé et qu'on travaille pour moi dans la confiance. Bon, merci Mathieu de nous avoir donné des nouvelles, c'était cool. Merci Louise, ça fait toujours plaisir de te voir. Je te reverrai au biathlon en décembre prochain. Je pense que je vais revenir faire un tour par chez vous, mais c'était chouette de t'avoir. Eh ben, avec grand plaisir. Allez, à À bientôt. bientôt. Et voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de l'agriculture? Si vous travaillez au contact du monde agricole, sachez que la Clé des Champs propose des formations à l'agriculture. Elles sont adressées aux collaborateurs qui ont besoin de mieux comprendre le monde agricole pour mieux performer dans leur travail. Nous proposons des formats e-learning sur la thématique de votre choix qui sont suivis d'immersion à la ferme par petits groupes de 5 pour vivre un véritable vie-ma-vie d'agriculteur. Plus d'informations et inscriptions sur www.laclédeschamps.fr. Et avant de partir, dernière chose, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre une note 5 étoiles ou en parler autour de vous, ça m'aide énormément à faire connaître le podcast. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt pour en savoir toujours plus sur le monde agricole.